La crise sanitaire qui frappe le pays depuis maintenant des mois prive le public de toutes les programmations de la saison culturelle du Conseil départemental de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement, en vrai, d'entendre vos rires, vos applaudissements, je suis heureux de partager avec vous et mes autres collègues artistes ces lectures d'un jour. Et pour cela, j'ai eu envie de vous lire un peu de Sacha Guitry. Je jouis d'une prestance physique qui porte sur les nerfs de la plupart des gens, mais qui me rend bien des services d'autre part. Ma démarche, mes gestes et plus encore ma voix contribuent à me faire aimer par les uns et à me faire détester par les autres, car je suis détesté par beaucoup de personnes et je m'en rends bien compte. Si j'en parle aujourd'hui fort délibérément, c'est bien pour la raison que je n'en souffre plus, mais que j'en ai souffert. Je l'avoue, à ma honte, et j'en reparlerai. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai jamais été satisfait de mon physique. Je le trouve excessif et je n'ai que faire de ma force qui est herculéenne et qui ne m'a jamais servi à rien. Je me demande pourquoi j'ai des biceps de lutteur. À 20 ans, je me trouvais trop gros, mais je ne faisais rien pour maigrir. Plus tard, je me suis trouvé quelconque. J'ai toujours évité de me regarder dans les glaces, hormis pour me maquiller, bien entendu. Et là, précisément, bien heureux de pouvoir me corriger un peu. D'ailleurs, en vérité, je n'aime pas qu'on me regarde, alors que j'ai passé ma vie à me montrer. Même au théâtre, j'ai l'espoir qu'on m'écoute en regardant mes partenaires. Les photographies qu'on a faites de moi en témoignent d'ailleurs. Je pose sans plaisir, ne sachant jamais quelle contenance prendre. Cela tient à ce que les traits de mon visage m'ont été imposés et qu'ils se trouvent en désaccord avec mon caractère, mes sentiments et mes pensées, toutes choses qui, elles, me sont propres. Je serais différent si j'avais pu me faire, mais je le suis moralement. Et toute lutte est vaine à cet égard d'ailleurs. Je suis l'esclave d'un physique prépondérant, et de même qu'à la scène, il me serait impossible de feindre avec succès l'humilité ou la réserve, j'ai dû très longtemps renoncer à passer pour simple à la ville. Et quand je me suis vu à l'écran, j'ai tout de suite compris pourquoi j'étais antipathique à des tas de gens. J'ai je ne sais quoi de péremptoire, et je dirais même d'infaillible, propre à me rendre assez odieux. Mes traits sont empâtés, mon regard est imprécis, je n'ai rien qui soit apparemment spirituel, et à n'en pas douter, j'ai fait tout pour jouer les grands premiers rôles de drame. Je ne dis pas pour les jouer bien, mais pour les jouer, certainement. Je l'ai fait quelquefois, jamais avec plaisir, hanté par la pensée que j'imitais mon père. Je dois ajouter que je ne suis d'ailleurs jamais considéré comme un acteur, n'ayant interprété que mes propres ouvrages. Et parfois même, il m'est arrivé de me dire, saluant le public en fin de soirée, « Veux-tu saluer en auteur, je te prie ?» Et sans sourire, car c'est ta pièce en ce moment qu'on applaudit, ce n'est pas toi. Les auteurs ont toujours envié leurs interprètes, et je n'échappe pas à la règle commune. Mais abordons le caractère. Aux yeux des gens, mes deux plus grands défauts sont l'égoïsme et la vanité. Suis-je égoïste? Oui, comme tout le monde, mais pas plus. Peut-être moins que beaucoup d'autres, mais cela doit se voir davantage chez un homme de mon espèce. Je suis un homme heureux. On trouve naturel qu'un homme malheureux ne s'occupe que de soi, tandis qu'un homme heureux passera pour un monstre s'il ne s'occupe pas exclusivement des autres. Les gens restant d'ailleurs convaincus qu'il n'est heureux que parce qu'il s'occupe exclusivement de lui. Et rien n'y fait, rien n'y fera. A-t-il un joli geste? C'est pour se faire pardonner. Donne-t-il un peu d'argent? Il aurait pu en donner plus quand même. En donne-t-il beaucoup? Faut-il qu'il en ait? Car je suis de ces hommes à qui l'on ne pardonne rien. On ne me pardonne même pas les malheurs qui me sont arrivés, car on est convaincu qu'aucun n'a pu m'atteindre, et qu'il n'y en a pas dont je n'ai tiré quelque profit, ce qui est vrai d'ailleurs. Mes maladies, mes fours, mes infortunes conjugales, les calomnies dont je suis abreuvé depuis 30 ans,
Tout cela m'est reproché comme autant d'avantages du fait que mon travail ne s'en ressent jamais. On ne me pardonne pas d'être le fils d'un homme incomparable, auquel il faut pourtant, bon gré mal gré, qu'on me compare, car je le renouvelle, et je le continue, le talent mis à part. Même physique, et même voix, et même façon d'être, héréditaire aussi. Même orgueil apparent, même dédain railleur des règles établies, même insolence quand il faut, et même liberté conquise et conservée, conservée à tout prix. Jusque dans la prison, je payais aussi ses 40 ans à lui de royauté sur le théâtre. 2 Guitry, c'est beaucoup. Pour les rater, c'est trop. C'est trop, c'est encombrant, et ça n'en finit plus. Suis-je vaniteux? Bon, moi, je prétends que non, car je me connais bien. Aucune de mes pièces ne me satisfait complètement. Et quant à la situation que j'occupe, n'ayant rien fait jamais pour y parvenir, elle me surprend bien plus qu'elle ne me comble des vœux. Je n'ai sollicité ni la Légion d'honneur, ni l'Académie Goncourt, ni quelque fauteuil présidentiel que ce soit. Je n'ai proposé de pièces de moi à aucun directeur depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais envoyé de notes à des journaux. Je n'ai jamais demandé que l'on m'interviewât. J'ai toujours évité de me montrer dans les endroits publics. Je n'ai jamais fait imprimer mon nom sur une affiche en plus gros caractères que ceux employés pour mes interprètes. Et finalement, je mets au défi mes détracteurs de fournir une preuve de cette vanité qu'on me reproche tant. Or donc, vaniteux, non. Mais épateur, ça, je l'avoue. Épateur parce qu'au fond, très épaté d'en être arrivé là. Très épaté pour la raison que cette heureuse issue était imprévisible. Mon incoercissible paresse, en effet, et mon ignorance quasi totale ne me désignaient guère à tant de professions toutes plus absorbantes les unes que les autres. Mais d'autre part, il m'avait plu de considérer comme autant de défis les avertissements qui m'avaient été prodigués dès ma prime jeunesse. À ceux qui m'avaient dit « tu verras, j'avais répondu « bah, nous verrons hein. ». Je n'avais pas de but, mais je faisais un rêve. Et pour tout vous dire, en vérité, je ne rêvais que d'épater l'adorable auteur de mes jours. Et je m'excuse aussi d'un peu d'ostentation. Je suis visiblement enchanté d'avoir pu réunir chez moi tant de tableaux de choix, de livres admirables et de manuscrits précieux. Je fais l'étalage de mes collections avec une sorte d'impudeur que j'observe et dont je me guéris chaque jour davantage, car toutes ces merveilles, je les vois s'en aller de chez moi une à une. Je les avais acquises avec discernement, avec amour aussi, puisque j'avais formé dès longtemps le dessein d'offrir à mon pays ma maison telle qu'elle, avec ses objets d'art, avec le souvenir si présent de mon père. 1 an de cauchemar a vu s'évanouir 40 ans de rêve. Non, non, ni vaniteux, ni d'ailleurs égoïste. Turbulent, touche à tout, d'une impatience folle et dévorant la vie, du reste convaincu que rien n'est impossible et parfois, j'en conviens, me croyant tout permis, sans volonté suivie, sans ambition réelle, et pas persévérant, opposant une force d'inertie déplorable aux choses qui m'ennuient, mais faisant toujours passer le bonheur des autres avant le mien, me sacrifiant sans le savoir, ou bien alors pour mon plaisir, négligeant ma santé jusqu'à la compromettre, prodigue, je m'en flatte, mais incapable de faire un pas par intérêt et travaillant 15 heures par jour, comme si ce n'était pas permis. Tel est l'homme que j'étais, et que je suis peut-être encore. Et pourtant, j'ai une vertu. Je possède un sang-froid incroyable. Ce que l'on appelle le coup dur me met hors de combat, du moins physiquement, pendant quelques secondes, le temps d'en supputer toutes les conséquences. J'en vois les avantages et les inconvénients, si bien que le comique aussitôt s'en dégage. Et dès lors, attentif, intéressé, subtil, je ne néglige rien de ce que l'incident pourrait avoir d'irracontable si je devais cesser d'y tenir le beau rôle. En quelque circonstance que ce soit, je ne me suis jamais départi de ce calme, et j'en ai fait l'expérience récemment sous la menace d'une arme à feu, dans ma cellule, à 3 reprises. Je puis donc me flatter de ne m'être jamais mis en colère de ma vie. Je n'ai jamais donné un coup de poing sur les tables ni fait claquer les portes. Je n'ai jamais levé la main sur personne. Et j'ai détesté pendant quelques instants ceux ou celles qui m'ont fait élever la voix. Dans le commerce journalier, j'ai tout lieu de me croire en somme assez vivable, encore qu'à certains égards, je sois peut-être singulier.
Rien ne me distrait, rien ne m'amuse, et ce qui ne me passionne pas m'ennuie. Je ne suis guère intransigeant, mais il n'est rien que je supporte aussi mal que l'impolitesse. L'injure et la grossièreté elles-mêmes m'offusquent beaucoup moins. Dans la rupture avec la femme, avec l'ami ou la maîtresse, voire avec la servante, avec le fournisseur, étant toujours hostile à la demi-mesure, je ne suis pas de ceux qui se réconcilient. Dans la conversation, je suis intolérant, péroreur, formel, parfois brillant d'ailleurs, mais trop persuasif et toujours volubile. Bavard impénitent, je suis pris de vertige en prenant la parole, et je ne la rendrai pour un boulet de canon. Mais il peut advenir qu'un adversaire assez rusé pour s'en saisir m'en dépossède cependant. Alors, quand ce malheur arrive, hélas, je tombe en état voisin de la torpeur qui ne manque jamais d'attirer l'attention des âmes charitables. Les prises de justice ou prises de pitié, elles me font alors restituer mon bien et je reviens vite à la vie. Ainsi j'aurais parlé de moi pour la première et pour la dernière fois sans doute. Et si j'en ai parlé, si j'en ai trop parlé, que l'on s'en prenne à d'autres. L'homme qu'on incarcère est tenté de se croire assez intéressant et pour peu qu'on ait mis sa vie en question, il attache aussitôt du prix à sa personne et beaucoup moins à l'existence. Ce qu'on m'accusait d'être assez injustement, c'est-à-dire égoïste, cynique, impudent et moqueur, puissais-je le devenir, afin que mes ennemis, voyant la différence, en restent confondus. Quelques belles réflexions. Je n'aime pas le téléphone. Je n'aime pas qu'on me téléphone. Et je donne d'interminables coups de téléphone pour que pendant ce temps-là, personne ne puisse me téléphoner. À certaines heures, je n'aime pas fréquenter des gens qui me sont indifférents. Et plus ils me sont indifférents, plus je m'attache à eux. Or, à ces heures-là, j'éprouve un singulier plaisir à reporter toute ma tendresse sur des objets dont la valeur, n'est que sentimentale. Une lettre de Stendhal, un pinceau de Monet, l'encrier de Flaubert, 4 coups de crayon de Lautrec, une arabesque de Matisse. Il faut de temps en temps me faire souvenir des gens avec qui je suis brouillé, sans quoi je ferais des gaffes, je les saluerais. Ah, elle est partie, enfin. Enfin me voilà seul. C'était bien depuis bien des années mon rêve. Je vais donc enfin vivre seul. Et je me demande déjà avec qui. Sur l'amour. À la tombée du jour, je me suis promené seul dans les bois pendant 1 heure. J'allais me répétant tout bas le mot « amour », dans l'espoir où j'étais qu'une réflexion profonde, originale ou drôle me viendrait à l'esprit. Je disais « l'amour ». Quand l'amour, si l'amour, l'amour, l'amour. Et c'était malgré moi des refrains de chansons qui me venaient à la mémoire. De tout ce que j'avais entendu, de tout ce que j'avais lu, de tout ce que j'avais dit moi-même, il ne restait que des refrains qui, liés les uns aux autres, ne formaient plus qu'un grand refrain berceur, doux et mélancolique. J'avais beau faire un gros effort pour évoquer l'amour sous une forme plus haute, je ne parvenais pas à lui donner des ailes immenses dont souvent on les pare. J'avais beau me répéter qu'il est plus fort que tout, qu'on se ruine pour lui, qu'on vole, qu'on se tue. J'avais beau me souvenir et me battre les flancs, c'était en vain. Dans le silence de cette allée que j'arpentais, les mots qui me venaient étaient toujours les mêmes. Alors j'allais dans le passé. Je réveillais tous les amants héroïques d'autrefois afin d'en tirer quelque chose. Hélas, des serments éternels, des promesses infinies, des sanglots prolongés, de tout ce passé dans lequel je plongeais mes regards et mes mains,
il ne restait plus que des petites mèches de cheveux, quelques petites fleurs fanées, des bijoux bon marché, des fins de lettres, des commencements de phrases, des points de suspension, des petites taches, un peu de sang, des points d'exclamation, des oh, des ah, des cris, des baisers très longs, des baisers plus courts, voler à quelqu'un, des silences interminables. Et puis des mots, des mots, des mots, toujours des mots méchants, des mots cruels, des mots incompréhensibles, des mots moyens et des grands mots. Le mot toujours, le mot jamais, et le mot adieu qui revient tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Et puis des vers très longs, mais très fragiles, et qui se cassent en morceaux pour peu qu'on puisse facilement les mettre en musique. Et les refrains de chansonnettes recommençaient dans ma mémoire leur danse nostalgique et triste et souriante. Quelques réflexions. Lorsque pendant un jour entier je me trouve privé de femme, j'ai l'impression que ce jour-là, une femme doit se trouver entièrement privée de tout. Ces journalistes venimeux qui vous insultent, vous diffament, il ne suffit pas qu'on les lise, il convient encore qu'on ait vu leur gueule dont ils sont pourvus. Ça renseigne et ça tranquillise. J'écris une lettre et je l'envoie. Le brouillon est là, sous mes yeux. Je le relis. Je ne suis pas satisfait, mais la lettre est partie. Je corrige le brouillon quand même. Cet homme qui, depuis 2 ans, dit de moi pique-pendre, est mort hier soir. Je n'en demandais pas tant. Et d'autre part, je veux espérer qu'ils ne vont pas tous chercher à s'en tirer de cette façon-là. Quelques réflexions sur les femmes, très courtes. Je crois que les femmes sont faites pour être mariées et que les hommes sont faits pour être célibataires. C'est de là que vient tout le mal. Jeunes, elles vous trompent, vieilles, elles ne veulent pas être trompées. Chaque fois que je fais la connaissance d'un couple, je me demande pourquoi ils vivent ensemble. Quand nous regardons une femme, nous pensons à nous, tandis qu'elle, maligne, c'est à nous qu'elle pense. Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante. C'est adorable, une femme libre. Mais dès l'instant où nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle nous plaît moins. Quand une femme qui me plaît me fait demander au téléphone, je donne vite un coup de peigne avant d'y aller. Elles nous abandonnent leur corps, convaincus que cela devrait nous suffire, alors que, précisément, cela pourrait nous suffire. De l'automobile et du piéton. Il ne faut pas nier le charme enivrant de l'auto. Regardez-les, tous ceux qui conduisent. Ils ont dans les yeux, en dépit de la fatigue et de la poussière, cette flamme orgueilleuse, ce contentement de soi-même, et ils ont tous cette volubilité dans le récit d'une journée sans panne. Ils n'ont lutté contre personne et cependant, ils sont vainqueurs. Ils avaient dit en partant, avec une voiture aussi vite que la mienne, mon cher, on ne peut pas avoir d'accident. Et ils disent en rentrant, oh, je peux m'estimer heureux de n'avoir pas eu d'accident avec une voiture aussi vite que la mienne. Regardez un homme qui fait de l'automobile. Et s'il va de Toulouse à Marseille, il n'a pas l'air d'aller à Marseille, il a l'air de fuir Toulouse. L'homme qui conduit sa voiture établit une moyenne. Il fait la chose la plus inutile, la plus dangereuse, la plus stupide, la moins significative qui soit, la plus décevante, celle dont il ne reste vraiment rien et qui, plus qu'aucune autre, s'en va en poussière. Il fait de la vitesse. Tous les goûts sont dans la nature. Monsieur X, pendant son été, peut faire de la peinture. Monsieur Y peut faire du tennis. Monsieur Z peut faire de la marche. Le premier perfectionne son goût, le second exerce son adresse, et le troisième fera du bien à sa santé.
Mais que pensez-vous de celui qui, pendant ses vacances, se sera contenté de faire de la vitesse? Dans les rues, il y a des voitures, et cela, c'est tout naturel. Mais il y a aussi des personnes qui vont à pied, et cela, ce n'est pas tout à fait naturel. Cependant, il convient de faire une importante distinction entre les piétons et les personnes qui vont à pied d'un point à un autre défini. Celles-ci ne font rien que de normal, en somme, tandis que le piéton est un individu tout à fait particulier. Il va nulle part. Mais en revanche, il est partout, partout où il ne devrait pas être. C'est un être diabolique qui possède une mentalité tout à fait singulière. C'est une sorte d'ennemi, une espèce de microbe qui vit dans les artères et qui a été créé et mis au monde pour rendre la circulation difficile. Le piéton, comme son nom l'indique, ne marche pas. Il piétine. Il piétine et passe sa vie entière à traverser les boulevards, les places, les avenues et les rues. Quand il est fatigué, il cherche un endroit où il y a déjà une agglomération causée par un accident ou par des réparations tardivement apportées aux chaussées, et il vient augmenter le nombre infini des badauds. Le piéton, en vérité, c'est l'individu dont la fonction naturelle est d'empoisonner la vie de ceux qui possèdent des automobiles. Par exemple, il attendra patiemment, au bord du trottoir, l'arrivée d'une voiture pour enfin traverser. Il ne craint pas d'être écrasé, car il se sait invulnérable. En effet, on n'écrase jamais de piétons. Ce qu'on écrase, hélas, parfois, ce sont de pauvres gens distraits ou maladroits ou follement imprudents. Le piéton, lui, sait traverser. Il est la cause de la plupart des accidents, mais il n'en est jamais la victime. Son but, son rêve est d'être égratigné par le pare-choc ou par l'une des ailes d'une voiture dite de luxe. Car on a bien la sensation que le piéton, quand il traverse, a dans sa poche ses papiers d'identité tout prêts et bien en règle. La crise sanitaire qui frappe le pays depuis maintenant des mois Prive le public de toutes les programmations de la saison culturelle du Conseil départemental de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement en vrai et d'entendre vos rires et vos applaudissements, je suis heureux de partager avec vous Et mes autres collègues artistes, C'est lecture d'un jour. Je lis un petit peu quand même le truc. Hein. Non mais ça, ne le coupez pas, c'est très drôle.